crois qu'on est tout simplement sur le plus gros chapitre de cette année. Il va falloir en profiter cette semaine puisque c'est le dernier chapitre d'Eiichiro Oda. Avant une pause d'un mois, effectivement, il va se faire opérer les yeux. Vous savez déjà qu'il avait des problèmes et c'est pour ça que son dessin est un petit peu brouillon. C'est dû un petit peu au rythme hebdomadaire, sous pression chaque semaine pour rendre les 19 pages dessinées qui s'abîmaient la santé. Là, notamment les yeux. Il a besoin des yeux pour dessiner. Bah, t'as compris, c'est un dessinateur, les yeux. C'est important pour savoir ce que t'es en train de griffonner. 4 semaines de récupération et normalement après ça il devrait aller mieux. Et généralement après une pause d'Eiichiro Oda, on a des chapitres masterclass, donc on ne va pas un petit peu s'en priver. Et là, avant, bien sûr, il va nous laisser un chapitre de génie pour qu'on puisse un petit peu cogiter avec pas mal d'informations, pas mal de réponses et surtout de nouvelles intrigues. Mais dans les réponses, il y en a une notamment qui s'emboîte parfaitement avec la théorie, la vidéo théorie que j'ai fait notamment sur l'histoire, la relation qu'il y a pu y avoir entre Shanks et Gold Roger. Comme je vous l'ai dit, je pense que Shanks a des choses à se reprocher, notamment dans la scène où il pleure, où il s'agrippe face au manteau de son capitaine. Ce ne sont pas des pleurs de tristesse, ce sont des pleurs de remords. Et je vous avais expliqué que selon moi, il y avait un petit peu trop de personnes empoisonnées sur ce bateau, dans ce court flashback. 3 personnes et que le visage de Shanks était radieux, angélique, quand, à cause de la maladie de Baggy, il n'a pas pu se rendre sur l'Octel la dernière île. Il manquait un alibi à Shanks. Pourquoi est-ce que celui-ci aurait trahi Gold Roger alors qu'il était depuis enfant sur le bateau du roi des pirates? Comment est-ce qu'il aurait pu rencontrer la marine pour un petit peu fomenter, construire cette trahison, celle que j'ai expliquée dans ma vidéo? Et enfin, dans ce chapitre, on a l'alibi, on a quelque chose qui lie Shanks au gouvernement mondial. On va en parler directement en fin de vidéo. C'est enfin la victoire sur une des théories qui m'a valu le plus d'insultes. Tout le monde m'a insulté. Henrik, t'es un fou, t'es un menteur, tu ne sais rien. Shanks attend la réincarnation de Nika. C'est Roger qui lui a dit d'attendre pendant 20 ans. Shanks est un pacifiste, il est juste là pour l'équilibre du monde. Le mec n'a aucune ambition, aucune dynastie. Non, son seul souhait, c'est de perpétuer la volonté de Gold Roger. Non, je voulais que Shanks ait un rôle, antagoniste ou pas, c'est pas le problème. Trahison ou pas, c'est pas le problème. Juste qu'il ait un rôle, qu'il ait un but, qu'il y ait quelque chose qui nous transcende, qui nous fasse comprendre un petit peu la volonté de ce personnage qu'on attend depuis 25 ans, depuis 104 tomes. Je pouvais pas juste avoir un mec qui attend, qui est là et qui dit je vais attendre 20 ans. T'attends quoi? Roger, avant de mourir, il m'a dit d'attendre, donc je suis devenu super puissant pour attendre. Voilà, je vais attendre. Non, je voulais tout sauf ça. Et il semble qu'on va avoir une écriture à ce niveau-là. Avant ça, on répond à une autre question qui est hyper intéressante, question qui me taraude depuis quelques temps, parce que pour moi, ça a toujours été une vision solide depuis que je lis de One Piece. J'ai pris les membres du Gorosei comme des politiciens défunts stratèges. Et à mes yeux, ça donnait un petit peu plus de volume à ce manga que One Piece, puisqu'il y a des personnages qui se battent grâce à leur force, et je souhaitais que d'autres se battent, avancent leur plomb grâce à leur intelligence, grâce à leur stratégie, grâce à leur politique. Et j'avais pris les 5 membres du Gorosei comme des politiques. Pour beaucoup, ça ne l'était pas, c'était des combattants qui m'ont dit parce qu'ils ont des balafres. Je vous rappelle que beaucoup de personnages dans One Piece ont des balafres et pourtant sont très faibles. Je pense notamment au maire de la ville qui s'est fait attaquer par Arlong, qui a des balafres partout. D'autres, suite au dernier scan, m'ont dit non, c'est des Ans, donc c'est forcément des combattants. Je leur rétorque que l'arme de Spandam est aussi un Zoan. Est-ce que c'est un combattant? Je ne sais pas. Et en plus, beaucoup d'entre eux ont sorti des flingues. Un a sorti l'épée, une des 12 lames, je suis d'accord, mais les autres ont quand même sorti des flingues, ce qui montre que voilà, c'est pas le plus grand combattant. Ceux qui sortent des pistolets, généralement dans One Piece, c'est pas les plus grands combattants. Et certains m'ont répondu, à juste titre, que les pirates de Barbe Noire, lorsqu'ils ont tué Barbe Blanche, ils ont sorti un gun. Donc voilà. Les cartes sont un peu redistribuées. Ça peut être des politiciens, ça peut être des combattants, ça peut être les deux. Et là, on a leur nom. Dans ce chapitre-là, on a leur nom et on a leur titre. Alors forcément, ils ont des noms de planètes, Mercure, Uranus, Neptune, Pluton, tutti quanti. Je ne me rappelle pas exactement quel membre du Gorosei a quelle planète. Mais on a aussi le titre de guerrier plus d'un titre politique. Guerrier en lien avec la loi, guerrier en lien avec l'économie, guerrier en lien avec l'agriculture, etc., etc. Chacun a une position politique avec le nom de Dieu guerrier. Donc pour l'instant, on n'a pas d'indice qui va trancher nettement concernant
le rôle et le pouvoir de ces personnes-là. Est-ce que ce sont des gens plus orientés vers le pouvoir politique ou plus orientés vers le pouvoir physique? Mais si c'est le pouvoir physique, il faudrait que c'est minimum plus fort que les amiraux. On nous a toujours dit depuis le début de l'œuvre que la force principale du gouvernement mondial sont les 3 amiraux. Et vous verrez qu'il y a une autre force mondiale, j'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo, je parle bien sûr des cavaliers divins, qui eux aussi normalement doivent être assez importants au niveau de la hiérarchie. Donc c'est cool de faire venir d'autres personnes, ça aurait été bien si on avait eu des indices un petit peu avant en fait, c'est ça qui aurait été méga intéressant, mais c'est pas grave. Donc voilà, selon moi, ça reste des théoriciens, il y a de grandes chances que ça soit des guerriers, puisque c'est noté dans leur titre, et puisqu'on les a vus se transformer la semaine dernière, mais ils ont quand même, dans leur titre, un sujet lié à la politique. Agriculture, finances, loi, etc. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On a une autre information qui concerne la puissance, et notamment qui va concerner Im-Sama. Im-Sama d'ailleurs qui était Saint Imu, qui a fait partie, et là c'est dit directement, des 20 rois fondateurs. Donc c'est une personne qui est immortelle. Est-ce qu'elle a bénéficié du fruit de jouvence? Est-ce qu'elle a fait un pacte spécial avec les démons qui lui a donné cette forme? Est-ce que c'est la vieillesse et l'immortalité qui lui a donné cette forme démoniaque, occulte, monstrueuse, qu'on en a pouvoir? Est-ce que c'est issu d'un fruit du démon ou pas? Je ne sais pas. Mais on sait également que ses pouvoirs ne sont pas aussi puissants que l'on ne l'aurait cru, puisque la destruction de l'île de l'Illusienne ne vient pas d'un pouvoir naturel d'Im-Sama, mais plutôt d'une invention du docteur Vegapunk. Donc on a dit, attends, c'est peut-être Im-Sama, peut-être qu'elle a ce genre de pouvoir, peut-être que c'est lié à un fruit du démon, peut-être que c'est Uranus. Non. C'est une invention du docteur Vegapunk. On nous cite ça maintenant. Peut-être un peu pour respirer concernant la puissance de ce personnage, parce que quand on a vu un petit peu hier la puissance, hier la semaine dernière, caché, suggéré d'Im-Sama, on se dit, attends, si elle est capable de détruire des îles comme ça, pourquoi est-ce que depuis le début, elle n'a pas détruit Ohara ou les autres îles qui ont nécessité un Buster Call? Ça peut être une idée. Nous aurons de nouveaux Séraphim, celui de Gecko Moria et celui de Crocodile, elle Snake et elle Moriato. Pas vraiment très intéressant, mais je sais pas pourquoi est-ce qu'on va voir ces Séraphim-là. Peut-être que ça va nous donner des indications sur les prochains mouvements de la marine, mais le clou vraiment de ce chapitre, c'est qu'on va avoir des informations sur le chef des cavaliers divins, puisqu'il y a un des dragons célestes qui va être condamné à mort pour les faits qu'il a commis directement pendant cette rêverie, une condamnation à mort qui est promue par les cavaliers divins, et on a le nom de la personne qui est à la tête de ces cavaliers divins. Donc effectivement, ce n'est pas Shanks, on se posait des questions par rapport au personnage de Shanks, mais ça va être un Figarland. Figarland, nom de famille de Shanks, seule information officielle qu'on a eue pendant le film One Piece Red, et donc Shanks est lié maintenant directement au cavalier divin, est lié, lui, sa famille, lui qui a été trouvé certes sur God Valley, mais qui reste un membre de cette famille puisqu'il partage le même nom de famille. Alors après, tu peux te poser des questions. Est-ce que finalement Shanks est un clone? Est-ce que Shanks est un esclave? Comment est-ce que Shanks a récupéré ce nom de famille-là? Quel est le lien et la hiérarchie des cavaliers divins? Mais en tout cas, Shanks est lié à cette famille Figarland qui a pu mettre pression sur Shanks, jeune enfant sur le bateau de God Roger, a pu recevoir des pressions du gouvernement de la part de la famille Figarland et donc de cette personne pour le pousser à trahir God Roger. Et c'est uniquement à cause de ça qu'il se sent coupable, qui pleure en agrippant son manteau et qui jure d'attendre le digne héritier du chapeau de paille pour le lui transmettre, et qui donc se fait bouffer le bras par remords en protégeant ce jeune garçon. C'est pour ça qu'il se fait bouffer le bras par un poisson qui est peut-être 1000, 10 000, 100 000 fois moins puissant, qui n'aurait jamais pu atteindre le bras d'un personnage qui avait une prime d'1 milliard, mais c'est le remords de la trahison de son capitaine qui l'aurait poussé à se sacrifier physiquement pour se faire pardonner symboliquement de la trahison de son capitaine. On a l'alibi, c'est ce que j'attendais depuis très longtemps pour compléter cette théorie, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant pour les personnages de Shanks. Pas un simple antagoniste, pas un méchant, on est dans One Piece, quelqu'un qui a des remords, quelqu'un qui regrette, quelqu'un qui était tiraillé entre la volonté de son capitaine et
la pression de sa famille royale, divine, les cavaliers divins. N'hésite pas à t'abonner bien sûr sur cette vidéo si tu souhaites me soutenir. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu des abonnés. Je vous souhaite une excellente journée et on reparle bien sûr de ce chapitre de One Piece dès qu'on a un peu plus d'informations. De revoir Morgane et Vivi aussi dans ce chapitre. Je te souhaite une excellente journée. Allez, ciao, bye bye.